je vous propose sans plus tarder donc de passer au rapport sur le développement durable 2016 de Metz Métropole avec une bonne nouvelle. Pour commencer et vous dire que, comme vous le savez, et je vais parler évidemment à quatre mains avec Guy Bergier pour nous rappeler que nous sommes engagés par délibération de juin 2015 dans un processus ambitieux de labellisation européenne et d'amélioration continue énergie-climat mené sur 4 ans, la démarche Citergie. Un travail important de fond a été effectué, un état des lieux, puis un programme d'action 2016-2020 a été mené pendant 1 an, mobilisant de façon très transversale les élus volontaires que je remercie, l'ensemble des services de Metz Métropole que je remercie également, ainsi que nos partenaires. Ce programme d'action a été délibéré par nos soins en septembre 2016. Un audit, donc c'est sérieux, a eu lieu ensuite. Et comme annoncé lors du Conseil communautaire de décembre, la Commission nationale nous a accordé le label Citergie, le 25 janvier dernier. Nous accédons directement ainsi au 2e niveau sur 3 niveaux de labellisation. Ainsi, conjointement avec le Grand Nancy, la métropole du Grand Nancy et le bassin de Pompée, Metz Métropole est la première de la région Grand Est à rejoindre les collectivités françaises les plus en pointe en matière de préservation du climat et de transition énergétique. Le label Citergie, que voilà, a donc été remis jeudi dernier par Bruno Léchevin, président national de l'ADEME, à Guy Bergier. C'est pour nous une reconnaissance importante car elle porte sur l'ensemble des politiques publiques et des services de Metz Métropole, mais aussi parce qu'elle nous permet de continuer à progresser. En outre, l'ADEME a réalisé un film sur la démarche énergie-climat que nous avons menée et en interne et sur le territoire, en lien avec les acteurs locaux. C'est ce film que je vous propose, avant de passer le micro à Guy, de vous présenter. Donc, je ne sais pas si on a un petit film. C'est à Metz qu'a été créé par Jean-Marie Pett l'Institut européen d'écologie et le concept d'écologie urbaine. Et j'ai ajouté aussi avec lui l'écologie humaine. Et donc, bien, je crois que c'était tout naturel que nous engagions cette démarche parce que c'est une démarche qualitative sur le travail à la fois de nos agents, mais aussi sur les politiques publiques que nous portons. On avait 2 objectifs. Le premier, c'était voir si on était sur le bon chemin. Et le deuxième objectif, voir si on n'avait pas laissé de côté un certain nombre de points. Et je dois dire que le résultat était au-delà de nos espérances, puisque notre bon score nous a largement conforté que ce que nous mettions en œuvre tenait la route. On a insufflé une dynamique de travail dans les services. On a organisé des équipes de travail par thématique avec des collègues volontaires. Et au total, c'est plus de 30 personnes, 30 agents qui ont été mobilisés depuis 1 an et demi sur cette démarche Citergie. La politique de transport public que nous avons mise en place me semble particulièrement exemplaire et Métis en est une sorte d'emblème puisque d'ailleurs un certain nombre de collectivités s'en inspirent désormais. C'est un bus hybride, en outre qui est entre le bus et le tramway. Et on a travaillé sur l'intermodalité. Nous sommes à la gare qui a une position centrale très proche du centre-ville et ici. Nous avons des locations de vélos qui sont là-bas derrière. Et puis nous avons créé 3 parkings relais. Nous avons en chantier actuellement Muse, qui est un centre commercial de bureaux et d'habitation, le plus grand chantier privé de France et qui est construit selon des normes de haute qualité environnementale. Alors ici, nous sommes dans un secteur en plein développement de Metz Métropole. On a derrière moi le centre Pompidou-Metz et on a à ma gauche le quartier de l'amphithéâtre. Donc il y a toute une diversité d'usages et en plus c'est assez exemplaire d'un point de vue environnemental et notamment énergétique. Notamment parce que ces bâtiments sont reliés au réseau de chaleur urbain de Metz. Ici, vous êtes sur le site de la centrale biomasse de l'entreprise UN qui exploite et fait la maintenance du réseau de chauffage urbain de la ville de Metz. Vous avez effectivement 2 générations de centrales
une première partie qui était historiquement au charbon, qui a été basculée progressivement au gaz et à la biomasse, c'est-à-dire au bois, qui permet d'atteindre aujourd'hui en fourniture sur le réseau de chauffage urbain un taux d'énergie renouvelable de 68%. Comme les énergies sont locales, évidemment, on contrôle beaucoup mieux leur prix que si elles étaient importées. Et la deuxième chose, c'est que comme on a plus de 50% d'énergie renouvelable, la TVA sur le réseau est à 5,5 au lieu d'être à 20%. Et donc on a une économie pour le consommateur final de la TVA. Le centre de valorisation des déchets a été conçu pour pouvoir traiter l'intégralité des déchets sur un même site. Ces déchets ménagers, eh bien, on les valorise soit sous forme matière, à l'unité de tri des matériaux, soit sous forme énergétique, à l'unité de valorisation énergétique. Donc ces 100 000 tonnes de déchets incinérés nous permettent de fabriquer de la vapeur surchauffée à 325 degrés et ça nous permet de chauffer l'équivalent de 11 000 logements du réseau de chauffage urbain. On travaille de manière très étroite avec les communes. On a créé un club de communes qui s'appelle Climacité, qui réfléchit à l'efficacité environnementale. On a travaillé sur les apéros énergie, sur des balades thermographiques. Donc on est vraiment enraciné dans le territoire et les actions sont là pour faire écho. Être labellisé Citergy, pour nous, c'est montrer un chemin, c'est montrer une direction. Je crois qu'il est important que les collectivités territoriales s'approprient cette démarche d'écologie urbaine, cette démarche environnementale, pour aussi faire en sorte que les habitants se l'approprient également. C'est une démarche liée au fonctionnement de notre agglomération et à l'ensemble des politiques que nous portons. Voilà, j'aime pas trop me voir à la télé, mais bon, attention. Voilà, merci en tout cas à Guy de bien vouloir continuer et je remercie encore une fois Marianne, Sébastien, toute l'équipe de cet investissement et de l'ardeur que vous mettez à nos côtés avec l'ensemble des services qui s'investissent tout particulièrement. On en a un tout petit peu moins parlé dans le film, mais la démarche entreprise au niveau de nos services me semble également préfiguratrice de beaucoup de belles choses pour l'avenir. Donc Guy, je te donne le micro pour présenter le rapport sur le développement durable. Voilà, on a contribué à l'image du territoire, en espérant qu'on ait inspiré d'autres territoires. Le rapport développement durable est un exercice imposé, mais non moins utile et agréable, qui s'inscrit en amont du débat d'orientation budgétaire et qui est cadré par un certain nombre de grilles de lecture. D'une part, au travers des 5 finalités du développement durable, la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère, la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources, la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et entre les générations, l'épanouissement de tous les êtres humains, la transition vers une économie circulaire, mais aussi au travers des 5 principes déterminants d'une démarche de développement durable, l'organisation et le pilotage, la participation des acteurs et de la population, la transversalité, la globalité des approches, les dispositifs d'évaluation, les évaluations partagées et la stratégie d'amélioration continue. Et cette double grille s'applique à la fois aux actions de politique publique et les programmes de Metz Métropole en matière de développement durable, mais aussi pour les actions et pratiques en matière de responsabilité sociale et environnementale, ce qui explique le rapport un peu volumineux, dont je ne vous ferai pas la lecture totale, mais je vous rappellerai simplement les points saillants de l'année 2016. Une gouvernance innovante avec un pilotage politique et technique associant les élus et les techniciens des communes membres au sein de groupes de travail pour mener à bien l'étude d'opportunité de transformation de Metz Métropole en communauté urbaine, actée en mars 2016. Une offre diversifiée proposée par les équipements culturels et sportifs, dont je ne vous ferai pas la liste, vous les connaissez aussi bien que moi, complétée par d'une diffusion auprès de l'ensemble des habitants. Dans le cadre du plan climat-air-énergie territorial, de la labellisation zéro déchet, zéro gaspillage ou de la démarche d'urbanisme durable, une progression conjointe de Metz Métropole et de ses communes membres vers les finalités du développement durable, via des groupes de travail rassemblant à la fois des élus, agents et experts, d'organismes partenaires, projets autour de la qualité de l'air intérieur, de la gestion différenciée des espaces verts par exemple. La mise en œuvre de programmes d'aménagement intégrés avec une approche de reconversion économique, mais également de reconquête d'espaces naturels, à travers par exemple le plan de gestion du Mont-Saint-Quentin, l'animation du site Natura 2000 ou encore la reconversion du plateau de Frascati.
Et enfin, la généralisation d'outils facilitateurs pour les agences de Metz Métropole, notamment des espaces partagés qui permettent un fonctionnement en mode projet pour des projets transversaux comme l'animation du réseau de développement durable M2D2 ou la démarche de labellisation et d'amélioration continue Citergie. Voilà. Merci Guy. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions sur ce rapport? Monsieur Corbianica, Madame, allez-y. Très rapidement, bien entendu, moi je tiens à féliciter Guy Berger du travail qui a été réalisé. Je ferai simplement 2 remarques. C'est qu'on doit accentuer encore, non pas l'action directe de Metz Métropole, à mon sens, mais l'action à destination d'associations qui sont déjà présentes sur le territoire et pour lesquelles on doit servir de levier dans les actions de développement durable. Voilà. Je pense que ça donnerait un plus grand impact aux actions qui sont pilotées ou financées par Metz Métropole. Enfin, 2 autres sujets. J'aimerais qu'on soit encore plus volontariste sur la rénovation du logement, parce que là, c'est vraiment directement la possibilité de densifier encore la métropole et puis de supprimer des logements vacants. Et ça va vraiment dans le sens du développement durable. Et puis enfin, je tenais à souligner l'excellent travail qui avait été fait par Marianne Isler-Béguin et ses équipes autour du vélo, puisqu'il y a eu un excellent travail qui a été fait, y compris avec les associations. Et pourquoi je souligne l'excellence de ce travail? C'est parce que je forme le vœu vraiment que Metz Métropole s'empare de la politique vélo. Et parce que j'ai déjà discuté avec de nombreux maires de l'agglomération, et il y a vraiment des projets très intelligents, très intéressants, qui sont à mener au niveau de Metz Métropole, et non pas des simples villes, quand on voit certaines pistes qui s'arrêtent aux frontières de communes. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Merci. Merci Guy. Madame Sagrafena. C'est pas sympa. Monsieur le Président, chers collègues, l'année nouvelle... On va mettre au bon niveau. L'année nouvelle nous engage vers des projets humains qui nous tiennent à cœur, dans une agglomération dont les compétences vont être revisitées à l'occasion de son passage en communauté urbaine, puis en métropole. Des compétences nouvelles doivent faire l'objet d'études dans l'intérêt de notre territoire et de ses habitants. À côté de compétences obligatoires, indispensables, très techniques, l'habitat, le transport, les déchets, la biodiversité, il nous faut construire ensemble de nouvelles compétences humanistes, sociétales, plus proches de nos citoyens et de notre vivre ensemble. Aujourd'hui, dans une société en pleine transformation, les acteurs et les chercheurs en économie et en sciences humaines s'accordent à démontrer que la petite enfance est un levier d'attractivité d'un territoire, ainsi que le bien-être et la cohésion de ses habitants. En effet, à la fois vecteur de prévention, d'égalité des chances, de mixité sociale, d'égalité entre les hommes et les femmes, la petite enfance est aussi un vivier d'emploi et de création d'entreprises sur notre territoire. Il y a, Monsieur le Président, la température affichée sous abri et la température ressentie. Ce rapport affiche, à l'abri des lois et des textes prescriptifs, nos actions et notre volonté d'un développement durable assumé. Mais sur le terrain, le ressenti de nos concitoyens et parfois de nos élus est tout autre. De profondes inégalités territoriales existent sur notre territoire en matière d'accueil de la petite enfance. Et de ce fait, c'est l'enfant qui se trouve dans une profonde injustice de traitement. Il y a, d'après les statistiques de la CAF, une place d'accueil pour 4 enfants à la ville de Metz. C'est une place d'accueil pour 15 enfants à Metz Métropole.
Nous affichons dans ce rapport, je cite, « un projet de territoire pour une solidarité qui se décline dans toutes ses dimensions. Vaste chantier. » J'ai approché, Monsieur le Président, chers collègues, 22 communes de l'agglomération. Dans un contexte budgétaire difficile, beaucoup de maires ne peuvent pas répondre dans leur commune à un accueil collectif de qualité attendu par les enfants de leur commune et leurs familles. Certains maires, même, ne peuvent pas répondre à l'accueil individuel, tant le manque d'assistantes maternelles est une cruelle réalité dans leur commune, alors qu'à Metz, plus de 600 assistantes maternelles sont sans travail et nous finançons leur chômage. Parce qu'il nous faut traiter la problématique de la petite enfance avec bon sens, je réitérerai inlassablement, Monsieur le Président, ma demande d'une commission réflexive, prospective, au sein de notre agglomération. Il nous faut placer l'enfant et la famille au centre de nos préoccupations et nos prochaines compétences de notre communauté urbaine, et puis dans les prochaines compétences de notre communauté urbaine, puis dans notre métropole. Nous devons fédérer un projet de cohésion sociale et d'égalité territoriale à travers la petite enfance. Comment fédérer des mutualisations de places entre tous les gestionnaires de crèches de notre territoire? Comment partager en réseau l'offre d'accueil individuel entre toutes les assistantes maternelles de notre territoire? C'est ensemble, et non individuellement, qu'il nous faut traiter ces questions. J'ai entendu au précédent conseil, Monsieur le Président, qu'à Montigny, vous avez su y répondre. À Metz aussi, nous savons. Et nous saurons préserver un accueil individuel et collectif de qualité pour les Messins. Mais faut-il jouer personnel, Monsieur le Président? Et tous ces non-Messins, ces non-Montigniens, faut-il qu'ils deviennent des variables d'ajustement pour nos crèches? Ou faut-il réfléchir ensemble comment les accueillir de façon pérenne et respectable? Tout près de nous, l'agglomération du Val de Fensch a intégré en 2016 la compétence petite enfance comme une compétence obligatoire, mesurant ainsi l'impact de l'attractivité de leur territoire. Cette intégration s'est faite en 2 temps. 2015, intégration des assistantes maternelles par un réseau d'assistantes maternelles à l'échelle de l'agglomération. 2016, intégration de l'ensemble de tous les dispositifs d'accueil collectif. 2017, co-construction de la première pierrèche d'agglo dans une large dimension de parentalité, de périscolaire, d'intergénération. Puisse cette prise en compte de la petite enfance comme levier de cohésion sociale et d'attractivité du territoire de l'agglo du Val de Fensch nous inspirer pour notre propre territoire de Metz et plus tard pour la métropole. C'est le vœu que je formule pour ce dernier jour du mois de janvier, pour une vraie cohésion sociale et solidaire entre les territoires et entre les générations. Je vous remercie. Merci, Madame Molinet. Monsieur le Président, je vous remercie. Voilà, c'est la première fois que je prends la parole dans cette Assemblée et je serai peut-être un peu longue, mais je prends la parole pour un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sur lequel je travaille depuis 1 an et demi, parce que j'y suis particulièrement sensible. Je parle de la pollution de l'air extérieur. Alors évidemment, je félicite tout le travail qui a été accompli à Metz Métropole concernant le développement durable, qui est un thème très large, très vaste. Mais je regrette vraiment que nous n'abordions que la qualité de l'air intérieur. Je pense que la qualité de l'air extérieur est maintenant sujet à débat et sujet à un très grand nombre de craintes de la part de nos concitoyens. Et je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir reçu en juillet dernier et de m'avoir apporté votre soutien pour un projet
concernant l'adaptation au changement climatique et les services écosystémiques rendus par les arbres. Alors je vais être un petit peu longue parce que je vais quand même présenter ce projet qui a obtenu l'accord de Dominique Gros, le maire de Metz ici présent. Donc nous avons obtenu les crédits pour mener cette étude et j'espère que ce sera aussi une priorité pour Metz Métropole. Voilà, de quoi s'agit-il? Il s'agit de réfléchir à une réelle adaptation concernant non seulement le changement climatique, non seulement le stockage de carbone, mais également les polluants de l'air, mais également l'amélioration de la biodiversité. Et tout ceci, les arbres peuvent nous l'apporter. L'arbre en ville est souvent vu comme un élément de décor. Il embellit la ville. L'arbre est ensuite perçu par les habitants comme exerçant des fonctions bénéfiques. Il fournit un ombrage lors des fortes chaleurs. Mais ce n'est qu'un aperçu des services rendus par l'arbre. En fixant les particules fines, en nous protégeant de l'ozone parce que l'ozone ne se synthétise qu'au travers des UV et des rayons du soleil, donc chaque fois que l'arbre nous apporte de l'ombre, il empêche la synthétisation de l'ozone, qui est un polluant terrible. Et également, certaines sortes d'arbres peuvent absorber les oxydes d'azote, donc ils participent amplement à purifier l'air dans nos villes. Il est un support extraordinaire pour la biodiversité. Alors certaines espèces vont être un support extraordinaire et d'autres pas du tout. Et il s'agit d'étudier quelles sont les espèces qui vont à la fois, dans certains endroits des villes, nous protéger des îlots de chaleur et améliorer la qualité de l'air, mais aussi celle de la biodiversité. Beaucoup de villes ont étudié certains de ces aspects, mais les ont étudiés séparément. Or, l'étude que je propose avec le CEREMA, le CEREMA va prendre en charge 50% de cette étude parce qu'elle est innovante, parce que c'est une étude expérimentale qui est destinée à être diffusée et appliquée dans d'autres villes. Donc cette étude va prendre en compte également l'adaptation des arbres au changement climatique et leur capacité à résister au stress hydrique. Donc voilà, le croisement de tous ces indicateurs va nous permettre, non seulement à Metz, mais également à Montigny-lès-Metz, également à Voipy, va nous permettre donc d'infléchir cette catastrophe au niveau de la santé publique qu'est la pollution de l'air. Et je voudrais également, parce que je suis très attachée à la santé publique, que le développement durable sur Metz Métropole se soucie des perturbateurs endocriniens. C'est l'autre grande catastrophe qui nous menace et je pense que nous avons les moyens d'agir parce que nous avons des compétences. Nous avons la compétence de l'air extérieur dans le PCAET, mais nous avons également la compétence de l'eau et les perturbateurs endocriniens se retrouvent dans l'eau, même l'eau potable. Voilà. Je vous remercie, Monsieur le Président, et je compte sur vous. Merci à tous les trois pour votre contribution à ce débat. Je crois que sur l'intervention de M. Cambianica, évidemment, ce sont des sujets sur lesquels nous sommes tous attelés actuellement, et notamment dans l'évolution de nos compétences. S'agissant de la petite enfance, nous en avions déjà parlé ici même, et je dois recevoir bientôt le président de la CAF ainsi que son directeur pour évoquer la manière dont, de façon intercommunale, elle pourrait être déclinée selon ces principes que vous aviez évoqués. Et puis sur la biodiversité, je dois également vous revoir avec les représentants du CEREMA avec Guy Berger, en effet, voir quelles sont les perspectives de développement en faveur de la biodiversité, en particulier de la qualité de l'air extérieur. Voilà, il y avait encore une intervention que je n'avais pas vue, tout à l'heure. Voilà, Walter Kurtzmann. Je suis désolé, madame, je ne vous avais pas vu tout à l'heure. Vous aviez levé la main? Bon, allez, c'est le début de l'année. Je vais être... Merci, Président. Je vais essayer d'être rapide. En fait, je voudrais rebondir sur l'intervention de notre collègue Myriam Segrafena concernant la petite enfance. Elle a évoqué différents points. C'est un point qui arrive au moment
d'un point particulier. Moi, j'aurais plutôt vu dans un point concernant l'attractivité de notre territoire, puisque, effectivement, vous le savez tous, quand on reçoit des nouveaux habitants ou quand on reçoit des potentiels nouveaux habitants, ils nous posent un certain nombre de questions sur les services que nous pouvons avoir dans nos communes. Qu'est-ce que vous avez comme école, de la maternelle à la primaire, est-ce que vous avez des services de santé, les commerces, vous avez une pharmacie, et bien entendu arrive rapidement la question du périscolaire ou alors des crèches, voire du service de la petite enfance. Vous savez, puisque c'est paru dans la presse, que la commune d'Opeltre a signé la convention avec la ville de Metz concernant l'acquisition, ou plutôt l'utilisation de berceaux pour la population de Peltre. Et donc nous sommes impliqués avec le service petite enfance dans un service qu'on peut apporter à notre population. Alors, je précise tout de suite que c'est un service qu'on a pris avec la ville de Metz, non sans se poser un certain nombre de questions. Parce que je n'oublie pas, en tant que maire, qu'à Peltre, j'ai 10 assistantes maternelles, donc c'est aussi un emploi local. J'ai pas envie de les mettre à l'eau, vous comprenez bien. Et donc, on a pris des berceaux à la ville de Metz en complément de ce service qui était apporté par nos assistantes maternelles pour des horaires atypiques, en particulier pour les personnes qui travaillent dans les services médicaux ou à l'hôpital, puisque sur Peltre, nous accueillons de nombreuses personnes qui font profession dans les professions de santé. Alors, pourquoi cette signature de convention ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une étude récente qui est parue dans le Courrier des maires, vous l'avez peut-être déjà vue, qui démontre que très clairement, la demande des parents est de moins en moins importante vers la garde en assistante maternelle, la garde en individuel, mais plutôt vers une garde collective dans des crèches. C'était le premier objectif. Le second objectif, je peux témoigner maintenant que le service de la ville de Metz est un service de qualité, et je ne dis pas ça face au maire de Metz par pure flagornerie, mais par un vrai constat. Pourquoi je me permets de dire ça ? Parce que, associé à la convention qui nous lie avec la ville de Metz, il y avait la possibilité pour nos assistantes maternelles de participer à un certain nombre d'activités, comme l'accès aux ludothèques, comme du perfectionnement dans leurs compétences. Et avec une de mes conseillères municipales, on a réussi à monter sur Peltre une association qui regroupe ces assistantes maternelles. Elles ont fait la première utilisation de ces services et vraiment, elles le font avec la plus grande satisfaction. Donc, je voudrais le dire ici. Et pour conclure par rapport à tout ça, qu'est-ce qui me fait vous dire tout ça ? Je pense qu'en effet, quand on parle d'attractivité, quand on parle d'attirer les nouveaux ménages sur notre territoire, en particulier les CSP+, puisque c'est une cible favori, il faut qu'on se pose la question de cette compétence petite enfance. Pourquoi pas d'ailleurs se poser la question de la compétence dans les compétences à la carte. Je comprends bien que certains collègues se sont structurés déjà. Je sais qu'à Montigny il y a des crèches, je sais qu'à Voipy il y a des crèches. Il y a d'autres collègues qui sont en démarche, nos collègues de Cuvry par exemple, avec des promoteurs pour créer des micro-crèches. Ça répond aussi à la demande. Donc toutes les communes ne sont pas forcément intéressées. Néanmoins, il me semble qu'on devrait, comme on le fait pour la voirie, pour d'autres compétences techniques, dans un avenir relativement proche, poser ce sujet sur la table, se réunir, et si, Monsieur le Président, vous souhaitez constituer un groupe, vous pouvez me compter parmi ce groupe pour faire avancer ce sujet. Merci. C'est noté. Madame Thomas. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'accorder quelques minutes. La question et la réflexion que j'aimerais apporter, c'est surtout ce qui concerne l'environnemental. Parce qu'on sait que si on est dans un milieu urbain, l'environnemental compte énormément, puisqu'on voit la place de l'arbre. Mais quand on est en milieu de campagne, l'environnemental aussi est quelque chose qu'on a tout autour de soi. C'est une question qui se décline selon le cadre de vie où l'on est. Mais j'aimerais qu'il y ait une réflexion quand on est dans un cadre urbain, justement qu'on ait une question à se poser sur la protection des paysages. Parce qu'en milieu urbain, il y a aussi tout un aspect paysager qui existe et qui doit être conservé. Et notamment, quand on a une végétation de bord d'eau, par exemple, de bord de cours d'eau, de bord de Moselle,
où on a tendance à négliger le fait qu'il y ait tout un attrait naturel qui s'est installé de droit, hein, puisque la nature de droit s'installe quand on n'est plus là pour la guider, et notamment qu'on puisse avoir cette réflexion sur les abords qu'il faut conserver pour que cet aspect paysager, surtout en milieu urbain, soit quelque chose qui devienne comme un milieu naturel à préserver. De même qu'on pourrait imaginer que, bordant les villes, les grandes cités, on ait une sorte de ceinture verte qui permet justement de ne pas toucher à cet environnement de verdure. Je pense notamment, il est extrêmement question en ce moment, de ce qu'on appelle les fameuses zones humides. Et ces zones humides, très souvent, deviennent des zones constructibles. Et on se rend compte que les zones humides, eh bien, ce sont des choses qui sont très importantes, notamment pour la nappe phréatique. Un filtre naturel en fonction des différentes couches d'humus qui permettent d'avoir un filtrage d'eau. Et quand on est en ville, on se rend compte qu'on a tendance aussi un petit peu à, je dirais, raser rapidement certaines zones qui ont un aspect paysager, hein, et qui pourtant sont dans la mémoire collective et font une image. Alors j'aimerais qu'il y ait plus de regard justement par rapport à ces zones paysagères qu'on peut trouver en ville et qui font le cadre de vie. Parce que le cadre de vie, eh bien, c'est ce qui est très attractif, mais surtout ce qui est tout de suite en relation avec la santé. Quand on parle d'air, quand on parle de pollution, quand on parle d'eau, c'est évident qu'on est vraiment au cœur de ce qui est la nature. Or, cette nature en ville, eh bien, on a tendance à l'oublier. En ayant des arbres vénérables qui ont été plantés dans les siècles passés et qu'on a tendance à couper avec cet objet arbre qui devient un arbre en pot, qui devient un arbre qu'on déplace, qu'on recoupe, qu'on replante, alors qu'on sait pertinemment que la maturité d'un arbre ne se fait pas en 5 ans, mais bien en plusieurs dizaines d'années. Je vous remercie. Merci madame. Bien, y a-t-il d'autres interventions? Il n'y en a pas. Guy, est-ce que tu veux apporter une contribution complémentaire? Je me réjouis que soyons pas les seuls à nous soucier de tous ces problèmes-là. Voilà, ce qui vient d'être évoqué et tout ce qui nous préoccupe au travers des trames vertes et bleues et la prise en compte de la GEMAPI. Voilà. Effectivement, on est dans un domaine et on est dans une période où, moi je dis toujours, quand tout va mal, il y a 2 choses à préserver, la culture et la nature. Voilà. Et donc ça fait partie de nos ambitions et on avance à notre vitesse qui n'est pas négligeable. Ça me va bien. Merci. Merci à toutes et à tous. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il n'y en a pas, c'est adopté.